Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Voici les titres de cette édition du mardi 13 mai. Tout d'abord, la guerre à Gaza. Le Premier ministre israélien annonce une intensification, une augmentation de la guerre dans les prochains jours. Pendant ce temps-là, Donald Trump est lui en Arabie Saoudite. Le président américain signe des contrats économiques, en particulier pour vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Dans ce journal aussi, une restitution, le retour au pays d'un tabouret royal volé au Bénin par la France, retrouvé en Finlande et rendu aujourd'hui aux autorités béninoises. Nous sommes à Cotonou. Et puis enfin, nous pourrions dire que la greffe n'a pas pris. En tennis, Novak Djokovic et Andy Murray arrêtent de travailler ensemble, nous explique dans un instant Eric Mamrut. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Mais juste avant de développer tous ces titres, Kim Kardashian est à Paris et c'est le moment que tout le monde attendait aujourd'hui au palais de justice de la capitale française, le témoignage de la star américaine. Kim Kardashian est entendue dans le procès de ses ex-braqueurs. 9 hommes, 1 femme sont jugés devant la cour d'assises pour avoir braqué, séquestré, empêché de bouger en pleine nuit la vedette américaine. Cela s'était passé dans sa chambre d'hôtel à Paris en octobre 2016. Baptiste Coulon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct du palais de justice pour RFI où la foule des grands jours est venue écouter le témoignage de Kim Kardashian. Kim Kardashian toujours traumatisée 9 ans après les faits. Oui, vêtue de noir avec de nombreux bijoux, Kim Kardashian s'est présentée face à la cour, entourée de 5 gardes du corps sous le regard des journalistes et du public. C'est le récit d'une femme toujours traumatisée 9 ans après les faits que l'on a entendus. Cette fameuse nuit d'octobre 2016 quand 2 hommes encagoulés pénètrent dans la chambre d'hôtel de l'influenceuse. Elle croit d'abord à un acte terroriste, mais c'est sa bague de fiançailles et ses effets personnels que recherchent les malfaiteurs. L'un d'eux manipule mon sac sur le lit, l'autre me braque avec son arme, raconte la milliardaire. Le premier me tire vers lui, ma nuisette tombe, je suis nu, je crois que je vais me faire violer. Bâillonnée avec du scotch, en état de choc, Kim Kardashian prie, pense à sa mère, sa fille. J'étais certaine de mourir ce soir-là, raconte-t-elle, car au moment des faits, son garde du corps est absent. Je me croyais en sécurité à l'hôtel. Mais cette expérience a tout changé pour moi. Exit les bijoux et le train de vie luxueux sur ses réseaux sociaux. Elle limite désormais ses publications. L'interrogatoire s'achève par les mots d'excuse d'un des accusés. « Je compatis à la souffrance que vous endurez », écrit-il dans une lettre lue par le président. « Je vous pardonne », répond Kim Kardashian dans un sanglot. Baptiste Coulon en direct du palais de justice de Paris. L'actualité nous emmène à présent au Proche-Orient. Benyamin Netanyahou prévient que l'armée israélienne va entrer avec toute sa force, je le cite, dans la bande de Gaza dans les prochains jours. Le Premier ministre israélien ne voit pas de scénario dans lequel son pays arrêterait la guerre. Israël fait donc tout pour gagner du terrain à Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée. Israël vient de franchir un pas supplémentaire vers l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Israël a validé ce qu'on appelle un programme de cadastrage. C'est un système qui réglemente les habitations, une mesure qui risque de renforcer la colonisation et donc la dépossession de Palestiniens de leurs terres. En Cisjordanie, à Ramallah, le récit d'Amira Swilem. Alors que les yeux sont tournés vers Gaza, Israël renforce sa présence en Cisjordanie occupée. Ce programme de cadastrage signifie qu'Israël va étudier un à un les titres de propriété des Palestiniens habitant la zone C. Découpée en 3 parties depuis les accords d'Oslo, la zone C est placée sous contrôle sécuritaire israélien. Aujourd'hui, Israël veut aller plus loin. Toute personne n'ayant pas en sa possession les documents jugés nécessaires pourra théoriquement être expropriée au bénéfice de l'État israélien. Une méthode déjà à l'œuvre à Jérusalem-Est annexée. Israël Katz, ministre de la Défense, a déclaré que cette mesure permettra de renforcer les colonies sur place.
De quoi susciter l'inquiétude de l'autorité palestinienne qui a dénoncé un pas de plus vers l'annexion. Une précaution oratoire que certaines ONG de défense des droits de l'homme ne prennent plus. Yesh Din, une ONG israélienne, y voit une annexion de fait puisqu'au même moment la Knesset débat d'une loi facilitant l'achat de terres par les Israéliens en Cisjordanie occupée. Amira Suilem, Ramallah, RFI. Je vous le disais, pendant ce temps-là, Donald Trump débute sa tournée au Moyen-Orient en signant des contrats. À peine arrivé en Arabie Saoudite, le président américain et le prince et héritier saoudien Mohammed Ben Salman ont paraphé ce qui est présenté comme un partenariat économique stratégique entre les deux pays. Alors, sans plus de précision sur le contenu du texte, cet accord concerne plusieurs secteurs comme celui de l'énergie, l'exploitation minière, mais aussi la défense, comprendre la vente d'armement. Le journal en français facile. RFI, 16h06 à Cotonou. Le Bénin a officiellement récupéré aujourd'hui un cataclé. Le cataclé en question, c'est un tabouret à 3 pieds sculpté dans un seul morceau de bois. Cet objet constitue la 27e œuvre du trésor royal d'Abomey, pillé, volé par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle. Ce cataclé, dont la trace avait été perdue, a finalement été retrouvé dans un musée en Finlande et rendu aujourd'hui au Bénin, accueilli par le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Le Bénin, ce jour, se réjouit du retour du cataclé à la source. On a l'habitude de dire que le Bénin est un petit pays, mais très, très puissant, très fort. Admirez le cataclé. Il a l'air petit, mais que de symboles, que de force, que de puissance, que de rayonnement à l'international. Cette restitution qui s'est faite dans les locaux de la présidence à Cotonou vient compléter les 26 œuvres du trésor d'Abomey rendues en novembre 2021 par la France au Bénin. Dans l'actualité africaine, cette information qui vient de tomber en provenance du Mali. Les militaires au pouvoir ont décidé de dissoudre, d'interdire tous les partis politiques, et ce par un texte qui vient d'être rendu public, et nous en parlerons dans nos prochaines éditions. En France, cette décision de justice, à hasard du calendrier, le jour de l'ouverture du Festival de Cannes, la plus grande figure du cinéma français reconnue coupable d'agression sexuelle, Gérard Depardieu, condamné à 18 mois de prison avec sursis. Parlons à présent de tennis. Djoko et Andy, c'est déjà fini. Andy Murray n'est plus l'entraîneur de Novak Djokovic. 6 mois après l'annonce de leur collaboration, le Serbe et l'Écossais ont chacun annoncé ce matin via les réseaux sociaux arrêter de travailler ensemble. Éric Mamrud, bonjour. Bonjour. Un duo qui s'annonçait très prometteur, mais qui finalement n'a rien gagné. 2 ex-numéro 1 mondiaux associés, 2 anciens rivaux, main dans la main. Le binôme, le duo était surprenant, mais très alléchant. Andy Murray, tout juste retraité, qui venait aider Novak Djokovic à relever le dernier grand défi de sa carrière, remporter un 25e tournoi du Grand Chelem, synonyme de record absolu, de titres majeurs décrochés, mais de 25e ni de titres tout court, il n'y eut point. Certes, les débuts de l'association furent fructueux, à l'image de l'Open d'Australie. Là-bas, coach Andy transmettait sa hargne et ses conseils au joker, à Djokovic, qui soulignait alors avec lui un regard suffit. Malheureusement, une blessure à la cuisse du Serbe en demi-finale plomba l'idylle, qui connut ensuite le pire et le meilleur avec une finale à Miami, le pire avec 4 éliminations au premier tour, une première dans la carrière de Djokovic dans une saison. À Monte-Carlo, au mois d'avril, Andy Murray avait fait l'impasse pour privilégier sa famille. Avant de réapparaître à Madrid, on pensait que le Britannique allait enchaîner au moins jusqu'à Wimbledon, chez lui. En juin, dans la foulée de Roland-Garros, finalement, les 2 hommes se quittent juste avant le Grand Chelem parisien, avec moult remerciements échangés. Reste à savoir maintenant qui va épauler le Serbe de bientôt 38 ans, plus que jamais en quête de rebond. Éric Mamrut dans votre journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment pour le lire et l'écouter au même moment sur un seul site internet, françaisfacile.rfi.fr.